casseroles, et là on va parler de ce qui est dans les casseroles. Elle a été importante et elle a amené à une réglementation française en 2000, en 2002 exactement, la campagne 59, à ce qui est un texte réglementaire en France qui dit que c'est interdit d'ajouter la radioactivité dans les ferrailles et les matériaux de construction, etc. Nous l'avons gagné ce combat et nous sommes le seul pays d'Europe à avoir une réglementation claire. Encore faut-il qu'elle soit appliquée. Sauf que il était prévu des dérogations, le texte sur les dérogations est sorti en 2009, et qu'aujourd'hui, face au démantèlement, et là vous êtes concernés comme tous par le démantèlement des installations nucléaires, et nous en partie de Madro, c'est l'usine Georges Besse de 1 qui va être démantelée bientôt, et là vous avez 150 000 tonnes de ferraille légèrement radioactives, et là les syndicats CGT, FO et l'exploitant sont tout à fait pour refondre ces ferrailles et les mettre dans le domaine public, donc dans les poussettes, les casseroles, les bagnoles, etc., etc. Et ça, je pense qu'il va falloir repartir au combat encore. Nous, c'est notre combat de cette année 2016-2017 à la CRA, pour qu'il va falloir encore se protéger contre des contaminations. Alors cette fois, ce sera dans les ferrailles. Là, aujourd'hui, on va parler simplement rapidement, parce que malheureusement le temps est court, sur la contamination des aliments en situation accidentelle. Effectivement, il faut en parler aujourd'hui, parce que non seulement on l'a évoqué ce matin, l'accident futur en Europe est probable, et que nos autorités y travaillent à ça. Donc, il faut savoir ce que les niveaux maximaux admissibles de contamination applicable aux aliments en cas de nouvel accident, il n'y en avait pas avant 86. En 86, Tchernobyl, on en fixe dans l'urgence, et depuis 86, je ne vais pas refaire tout l'historique, je dirais que ces chiffres, ces niveaux qui ont été déterminés, décidés rapidement après l'accident de Tchernobyl, applicables théoriquement dans toute l'Europe, sauf en France, eh bien, ont évolué dans le temps, jusqu'en dans les années 90. Évolué en y rajoutant 2-3 petits trucs. Je ne veux pas faire le détail. Ce qu'il faut savoir, et ça a été expliqué ce matin, c'est que dès les années 80, vous savez, dans les salles d'alerte, la limite du risque acceptable, c'est 5 millisieverts par an. On s'était aperçu déjà depuis un certain temps qu'avec 5 millisieverts, ça faisait beaucoup de morts. Donc, pour ne pas avoir autant de morts, il fallait diminuer la limite par 10. C'est-à-dire, on est passé de 5 millisieverts à 0,5. Sauf que, par un coup de baguette magique, nos experts ont dit « Ah, non, on va appliquer un facteur différent, puisque Hiroshima et Nagasaki, c'était un fort débit de dose pendant un temps très court, etc. Or, la contamination en cas d'accident, c'est ce qu'on appelle du faible débit de dose, et on bouffe un peu des becquerels tous les jours. En vertu des connaissances scientifiques supposées, c'est que, en fait, c'est moins grave, ce serait moins grave, de manger des becquerels tous les jours qu'en une fois. En fait, on sait très bien que c'est l'inverse. Et ça a été démontré ce matin. N'empêche que nos experts ont réussi à dire non, on ne va pas passer de 5 à 0,5, mais on va appliquer un coefficient au-dessus pour passer à 1. C'est pour ça qu'on est à 1 millisievert. Mais on voit bien qu'il y a eu une arnaque là derrière. En réalité, nos connaissances scientifiques ne prouvent exactement le contraire de ce coefficient de 2 qui a été rajouté derrière. Alors, à partir de ces choses, à partir de 90, la Commission européenne dit bon, on ne parle pas d'accident encore. Il n'y a pas eu Fukushima. Donc, il faut commencer à, on va appeler, codifier les textes. À partir de 2005, codifier, ça veut dire apporter des petites modifications au texte, mais parce que ces règlements étaient renouvelés régulièrement. En gros, on est 30 ans après Tchernobyl, et on dit il faut encore parler de Tchernobyl, parce qu'il y a encore des sangliers contaminés, il y a encore des champignons, il y a encore des rennes, il y a encore ci et ça. Autrement dit, Tchernobyl n'est pas fini. Il fallait bien donc imaginer un règlement permanent et pas temporaire. Voilà. Et donc, on parle de codification, puis de refonte, puis de révision. Vous voyez, je vais résumer parce que c'est un peu compliqué, c'est l'Europe qui décide de ça, c'est un règlement, ça s'applique à tous les pays, donc, une fois qu'il est décidé, ce règlement, et il y a différents moyens de modifier un règlement.
ça peut être une petite modif ou une grosse modif. Dans ce cas-là, au fil du temps, donc ça, ça suit des parcours différents au niveau de l'Europe. Or, les règlements internes de l'Union européenne ont changé en cours de route. Ce qui fait que la modification du règlement a été rattrapée par des modifications internes, des règles internes de l'Europe. Et sort enfin en 2013, c'est là qu'on l'a découvert, été 2013, ce projet de révision. Et on l'a axé, comme les projets européens, ils sont d'abord sur Internet. Et on voit sortir ce texte. Alors, je ne vais pas faire trop de commentaires, juste quelques commentaires pour dire voilà les chiffres qui seront appliqués pour la contamination des aliments en situation accidentelle demain en Europe. Alors, plusieurs lacunes importantes. Le strontium, bon, il est rajouté dans la liste, il figure maintenant. On a différents radioéléments et on a différents types de produits. En fait, les différents types de produits sont censés correspondre à différentes tranches d'âge, en gros, auxquelles on est concerné. D'accord ? Les différents types de produits, il y a le strontium, on voit qu'il était là, effectivement c'est normal, il est assez radiotoxique, bon, je ne fais pas trop de commentaires. Après, vous avez l'iode, mais tout est fixé, c'est marqué isotope de l'iode, notamment l'iode 131. Or, vous êtes concerné ici par un autre iode qui s'appelle l'iode 129. Pour les usines de retraitement, pourquoi pas, il peut se produire un accident dans une usine de retraitement, et pas seulement dans les centrales nucléaires. Or, l'iode 129 a une toxicité qui est comparable au plutonium. Eh bien, on l'a oublié là-dedans, dans les isotopes de l'iode. Voilà. Un exemple de ce qu'il y a là. Les isotopes transplutonien et l'émetteur alpha, notamment, etc. Là, vous en avez deux qui ne figurent pas, c'est l'uranium, tiens, on en reparle, et le... Ah oui, le neptunium, c'est l'émetteur alpha, il n'y figure pas explicitement. Or, l'uranium et le neptunium, or, c'est des éléments qui sont susceptibles de se retrouver dans notre assiette, là encore. Alors, on dit, ils sont où alors l'uranium et le neptunium? Eh bien, ils sont dans ceux-là. C'est-à-dire, tout autre radionucléide ne tue rien de supérieur à 10 jours. Alors là, c'est la grande famille, hein, mais vous allez retrouver là-dedans non seulement l'uranium, neptunien, mais aussi le carbone 14. Et là, à nouveau, on est devant un radioélément qui est susceptible d'être rejeté de quantité importante dans l'environnement. Il a une demi-vie de 5600 ans, etc. Or, vous voyez que sur ces produits-là, entre ces deux-là, on n'est pas devant les mêmes valeurs. Ça veut dire que ceux-là sont beaucoup moins toxiques que ceux-là. Quand on met la limite basse, c'est pas ça. Voilà ce qu'on peut dire comme commentaire sur ces familles. Après, on remarque qu'il y en a deux absents. Alors, figure absent totalement, c'est le tritium. Curieux, le tritium, il a une demi-vie de 12 ans, donc il devrait figurer dans ces radioéléments à durée de vie, etc. Le tritium, il apparaît nulle part. Or, on sait que dans une centrale nucléaire, vous avez beaucoup de rejets de tritium en fonctionnement normal déjà, mais il y en aura forcément aussi en fonctionnement accidentel. Vous avez pour les nourrissons, alors les nourritures, ah oui, les produits limites dans le carbone 14, ah oui, il y a carbone 14 aussi, j'avais noté tout à l'heure. Pour les nourrissons, ça veut dire qu'on est là, hein, si vous voulez, pour les carbone 14, donc 4000 et c'est ça. Voilà. Alors après, je voulais juste les incohérences, par exemple. Pour le l'iode 129, j'en ai parlé. Neptunium, qu'est-ce qui reste? Ah oui, entre ici, par exemple, le strontium et iode, non, pardon, césium et iode, ici, il y a des incohérences entre adultes, enfin enfants, ici, aliments pour nourrissons, et ici, vous voyez, c'est inversé les deux. Ici, c'est 2000 pour 1250, donc ici, c'est plus pour les adultes. Autre aliment, on va voir que quand on fait le tour des aliments, vous allez être un peu surpris. On a des aliments qui sont marqués là. Et là, c'est le contraire. Pour un enfant, on va dire, c'est une certaine logique, mais pourquoi
pour un enfant, on adopterait une limite plus élevée que pour l'adulte pour certains radioéléments, comme le etc. C'est pas logique du tout. Sur les aliments, et ce qu'on appelle les préparations aliments pour nourrissons. En fait, ce sont les préparations pour nourrissons. C'est pas les petits pots, c'est la poudre de lait. Ou c'est produits laitiers. C'est du lait. La préparation pour le lait, c'est la poudre de lait. Mais pour la poudre, le bébé, il faut mettre de l'eau, de la base. Et l'eau, c'est ça. Liquide destiné à la consommation. C'est-à-dire que quand vous en faites un biberon, vous avez les garanties pour la poudre qui est là, mais pour l'eau qui représente 90% du poids du biberon, eh ben, c'est cela. On dit qu'on protège mieux les nourrissons parce qu'on a introduit cette limite-là, qui était à 370 par exemple pour les césiums, ceux-là, avec Tchernobyl. En réalité, eux, ils vont se bouffer ceux-là, les nourrissons. Quoi dire par rapport à produits laitiers? Ah oui, les produits laitiers, c'est vraiment le lait. C'est pas le yaourt, c'est pas... etc. Bon. Et puis, quand on va prendre les autres denrées alimentaires, sauf les aliments de moindre importance. Et qu'est-ce qu'on appelle les aliments de moindre importance? Ah ben alors là, vous allez être surpris, c'est qu'il y a un tas de produits qu'on dit de moindre importance. Par exemple, ça dépend pour qui. Il y a des gens qui ont des habitudes alimentaires totalement standards. Je dirais, ils se nourrissent au supermarché avec le truc classique, les pâtes, machin, etc. Et puis il y a des tas de gens qui se nourrissent avec des produits comme les algues, comme le manioc, comme les patates douces, je parle des légumes, mais ça peut, etc. Donc, et là, vous avez des limites où on est pratiquement dans le déchet radioactif, là, de ces aliments de moindre importance. Alors, quelles sont les limites qui vous seraient applicables? Eh bien, toutes ces limites sont cumulatives. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Quelle serait l'activité massive totale autorisée pour un biberon? Ben, il peut y avoir, et en général, il y a plusieurs radioéléments qu'à définir. Celui-là, plus celui-là, plus celui-là. On suppose qu'ils sont tous à la limite au taquet, mais en dessous. Donc c'est autorisé. Et ça veut dire qu'en réalité, c'est ça qu'on peut trouver dans un biberon. Un aliment pour nourrisson. Et pour un adulte, c'est 4000. Alors quand il s'agit là d'aliments de moindre importance, ils sont contaminés avec l'ensemble, et c'est le cas en cas d'accident nucléaire, ce n'est pas une situation aberrante, eh bien vous êtes à 40 000 becquerels. Alors vous pouvez bien penser que tout ça induira des doses totalement inacceptables. On n'était pas bien protégé avec Tchernobyl, avec deux limites, 370 pour les aliments enfants et 600 pour les adultes, mais vous voyez que là, on est bien au-delà. On est bien au-delà pour l'alimentation adulte. Voilà. Alors, évidemment, tout ça, les experts ont essayé de nous réussir à convaincre que c'était pour notre bien et notre santé. C'est-à-dire qu'en appliquant ces limites, on serait protégé contre les limites de d'autres. Excuse-moi. On sait très bien qu'en cas d'accident, ils voudraient nous faire croire, les experts, là, si vous voulez tout le dossier, vous allez sur le site internet de la FIRA, vous avez tous les éléments où on a tout démontré, les erreurs des experts. Alors qu'un expert se trompe dans un sens, puis dans l'autre, ça peut arriver. Mais là, toutes les erreurs sont toujours dans le même sens. Vous avez compris que ces experts, ils s'appellent comment? Eh bien justement, c'est là qu'on tombe sur le poteau rose, et je voudrais terminer là-dessus. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé ce matin, les collègues, là, c'est Euratom. C'est nous l'Euratom. Euratom, c'est la IEA au niveau européen. Et qui a pondu ça? C'est les experts d'Euratom. Sauf que ce qui est pire, au moins la CIPR, on sait qui ils sont, on sait d'où ils viennent, ils ont des noms, ils ont une photo. Là, les experts d'Euratom, ils sont anonymes, total. On ne peut pas savoir leur nom. Et nous avons porté plainte au niveau d'Europe. Alors, ce règlement a été adopté, désolé, on a perdu. On s'est beaucoup bagarré, on a perdu. Il a été adopté il y a un mois par le Conseil de l'Europe, c'était la phase finale, pratiquement en l'état. On n'a pratiquement rien gagné. Par contre, il a rebondi sur un autre dossier, c'est qui a pondu ce règlement
Eh bien, ce sont les experts d'Euratom. Et là, nous avons porté plainte au niveau de l'Europe pour dire, auprès du médiateur européen, c'est une médiatrice, c'est une anglaise, irlandaise, pardon, et qui nous a donné raison, on l'a reçu la semaine dernière, dit vous avez raison, il y a vraiment un scandale dans ce que vous soulevez là, il est totalement anormal que les experts d'Euratom soient anonymes, ils ont été nommés par des gens, ils ont des comptes à rendre, ils ont des déclarations de conflit d'intérêts à formuler. Voilà. Comme tous les experts de toutes les structures, ça n'arrange pas tout, hein. Ça ne résout pas tout, ça. Mais au moins, on pourra les avoir en face de nous, droit dans les yeux. Et ça permettrait, je dirais, d'amorcer un débat expert contre expert que nous avons souhaité et nous n'avons pas obtenu, y compris de la part de nos députés européens qui n'ont pas été foutus de nous organiser un débat contradictoire sur ce sujet-là. Et là, j'ai été très déçu de ce côté-là par rapport à l'Europe. Donc, il y a encore du boulot à faire. Je vais vous laisser.